Bonjour à tous, voici la vidéo de correction sur la séquence 4, les risques majeurs, et plus précisément la séance 2, prévenir les risques majeurs. On va voir dans cette séance comment s'informer sur les risques majeurs pour pouvoir mieux réagir. Et on va commencer par l'activité 3 qui est les risques majeurs au niveau local. On va voir comment on peut repérer les risques majeurs au niveau local. Donc, dans cette vidéo, on fera la correction de la question 7 à 14 ainsi que la synthèse de la séquence numéro 4. Alors, le document 4, une source d'information sur les risques majeurs. Donc, je ne vais pas vous relire le document, mais il faut savoir que chaque commune va posséder un DICRIM, c'est-à-dire un document d'information communale sur les risques majeurs. DICRIM, c'est ce qu'on appelle un acronyme. Donc, chaque lettre du terme DICRIM renvoie au fait à un autre mot. Donc, D pour document, I pour information, C pour communal, RI pour risque et M pour majeur. Donc, ce document est présent dans chaque commune, c'est-à-dire dans chaque ville. Donc, vous deviez faire la question 8, c'est-à-dire me donner le nom en toutes lettres du document qui permet de s'informer sur les risques majeurs au niveau de la commune. Et également, dans la question 9, justifier l'importance du DICRIM pour les citoyens, donc c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il permet de faire, qu'est-ce qu'il apporte aux citoyens. Il permet aux citoyens d'être informés sur les risques majeurs présents dans leur commune. Je sais pas, bon, pour l'instant, vous êtes un peu jeune, mais imaginez que vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, peu importe, et que vous souhaitez acheter une maison secondaire, que vous souhaitez quitter l'Île-de-France pour, je sais pas, moi, un petit village, une petite ville un peu tranquille, avant d'emménager, avant de savoir où vous allez acheter, vous allez peut-être envie de savoir où vous mettez les pieds. Est-ce que la ville que je choisis, est soumise à des inondations? Est-ce qu'elle est présente au niveau d'une zone où il y a des tremblements de terre? Est-ce qu'il y a des centrales nucléaires à côté? Donc, en allant sur le site de la mairie ou lorsque vous ferez des visites, par exemple, vous pouvez aller à la mairie et essayer de consulter le document d'information communale sur les risques majeurs. Ça permet d'avoir du coup une idée des risques majeurs présents dans l'endroit où vous souhaitez emménager, par exemple. Dans la question 10, alors, il fallait non pas utiliser le site risque.gouv, mais le site GeoRisque. En fait, ils ont remodelé, ils ont fait une mage du site risque.gouv et ce qui est devenu du coup GeoRisque. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qu'il fallait faire, c'était, à l'aide de cette démarche, choisir la commune dans laquelle on habite, puis refaire la même démarche pour choisir cette fois-ci une commune qui est géographiquement éloignée de là où vous habitez. Tout ça pour vous faire mettre en évidence que les risques majeurs sont des risques locaux, c'est-à-dire que les risques majeurs présents, par exemple, à Marseille, ne sont pas les mêmes risques majeurs que l'on va retrouver à Saint-Denis. À Marseille, on va avoir la mer. Bon, on a peut-être des risques de tsunami, même si ça n'est jamais arrivé, il peut avoir un séisme, chose que l'on n'a pas forcément à Saint-Denis. À Saint-Denis, vers l'Île-de-France, on a la Seine, la Marne qui peuvent déborder en cas de forte pluie, chose qui n'est pas le cas à Marseille. Ok, donc ce qu'il fallait que vous observiez, c'était qu'entre deux communes géographiquement éloignées, on va avoir des risques majeurs différents. Donc il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dans l'activité 4, réagir face aux risques majeurs. Cette fois-ci, on va voir la conduite à tenir en cas d'alerte à la population. Donc, le document 5 est le système d'alerte d'information aux populations vous explique ce qu'est ce SAIP. Donc, c'est un ensemble d'outils qui permet d'avertir la population d'une zone donnée, d'un danger imminent, ainsi que d'informer sur la nature du risque. Donc, on a la partie alerte qui est prévenir la population au moment donné où le risque est déjà présent. Et on a dans le SAIP aussi tout un ensemble d'outils qui vont être dédiés à l'information
informations. Cette fois-ci, c'est plutôt prévenir en amont avant que le risque se produise. C'est justement ce qu'on va voir dans le document numéro 6, qui est donc un extrait de la fiche du DICRIM de la ville de Dieppe. La ville de Dieppe est une ville qui se situe dans le département de la Seine-Maritime. Alors, dans la question 11, il fallait citer à l'aide du document 6 3 moyens de communication permettant de s'informer sur les risques majeurs. Il y avait au total 5 moyens identifiables sur ce document, mais moi, je vous en avais demandé 3. Alors, pour commencer, on a donc la fiche en elle-même. Ça, c'est l'extrait de la fiche du DICRIM de la ville de Dieppe. Donc, premier moyen de communication, les affiches. On aurait pu également me parler des pictogrammes qui vont permettre également de communiquer sur les différents sites. Deuxième moyen de communiquer, le DICRIM. Donc, on vous en parle ici. On vous dit qu'on peut avoir plus d'informations dans le DICRIM de la ville. Le DDRM. Alors, celui-là, ce document, ne l'a pas encore vu. C'était écrit en petit ici. D'autres radios sont indiquées dans le dossier départemental sur les risques majeurs, c'est-à-dire DDRM. On a dit que le DICRIM, c'était au niveau de la commune, de la ville. Au-dessus du DICRIM, au-dessus de la commune, on va avoir le département. Donc, par exemple, Saint-Denis, c'est la commune. Le département, c'est la Seine-Saint-Denis. Marseille, c'est la commune. Le département, c'est les Bouches-du-Rhône. Donc, il va également avoir un document qui va répertorier, recenser tous les risques majeurs présents dans le département. Donc, logiquement, le DDRM, le document départemental, présente plus de risques majeurs que le document communal, puisqu'il va couvrir une zone géographique beaucoup plus large. Enfin, il y a la radio comme moyen de communication, et vous avez ici 3 radios différentes avec 3 fréquences différentes également, vous captez ces différentes radios. Et pour finir, le moyen de communication qui restait à déterminer était le site internet de la commune que vous avez ici. Donc, en résumé, lorsqu'on veut s'informer des risques majeurs présents dans sa commune, dans une commune dans laquelle on part en vacances, dans laquelle on part emménager, peu importe. Plusieurs moyens de communication sont disponibles, les affiches, le DICRIM pour le document de la ville, le DDRM pour le document du département. La radio, cette fois-ci, ça va plutôt être pour alerter, donc lorsque le risque est déjà présent. Et le site internet, ça va plutôt être comme les précédents pour informer, donc bien avant l'arrivée du risque. Dans le document 12, il fallait écouter le document numéro 7 qui était donc... le document 7, c'est un extrait du signal national d'alerte que l'on peut quelquefois entendre les premiers mercredis du mois à midi. Souvent, les premiers mercredis du mois à midi, en fonction des villes, on va tester cette fameuse alarme qui permet de prévenir la population en cas de risque majeur. Donc, en cas de tremblement de terre, de tsunami, d'explosion d'une usine, d'explosion d'une centrale nucléaire, bref, en cas de risque majeur qui toucherait une grande partie de la ville, on a un système national d'alerte. Donc, vous avez écouté ce signal et il fallait me le décrire. On va avoir un son montant et descendant d'1 minute 41 qui va être répété 3 fois. Donc, on va vraiment avoir une tonalité qui monte, puis qui descend, qui monte, puis qui descend. Comme, si vous voulez, une onde acoustique, comme une vague. On a un son qui monte, puis qui descend. Ce premier signal dure 1 minute 41, puis il est répété 3 fois. Ça, c'est le signal d'alerte en lui-même. Puis, comme dernier signal, on va cette fois-ci avoir un son plat d'une durée de 30 secondes. Plat, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir de modulation du signal. Ça va être un signal qui est constant, identique, pendant 30 secondes. Et ça signifie que c'est la fin de l'alerte. Ce signal est très important. C'est ce qu'on va voir dans la question suivante. Dans la question 13, il fallait préciser à l'aide du document 8
la conduite à tenir face à un risque majeur dans le cas de Paul. Alors, vous avez la situation de Paul ici, et là, vous avez le document 8 qui vous présente les bons réflexes. Donc, dans le document 8, dans un premier temps, vous avez encore une fois la description du signal d'alerte, un son montant et descendant, une pause, répéter une fois, une deuxième fois, etc. Puis, il y a les gestes à mettre en place. Il faut se mettre à l'abri. OK? Donc, se calfeutrer, fermer les portes, les fenêtres et se mettre à l'abri. Écouter la radio pour avoir les dernières informations. Ne pas téléphoner. Pourquoi il ne faut pas téléphoner? Donc, vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas connu ça. Ça s'est amélioré depuis le temps, mais moi, je viens d'une époque, on va dire, où, par exemple, le 31 décembre, lorsque tout le monde, toute la France, envoie en même temps un message de bonne année à sa famille, le réseau téléphonique avait tendance à saturer, à bugger, et les gens recevaient leurs messages le lendemain, l'après-lendemain, etc. Donc, si tous les habitants d'une ville qui est une ville un peu éloignée, qui ne dispose pas des infrastructures téléphoniques qu'on peut avoir dans une métropole, décident d'appeler tous au même moment, on va saturer les lignes. Le problème, c'est que si on sature les lignes, on ne peut donc plus faire appel aux forces de l'ordre ni aux pompiers pour les situations d'urgence. Donc, il est primordial en cas de risque majeur de ne pas téléphoner. Même si je sais, on risque d'être tenté de prévenir ses proches qu'on est à l'abri, etc. Vaut mieux envoyer un message. Maintenant, il y a Messenger, il y a WhatsApp, etc. Utilisez plutôt le réseau Internet par message, par des applications, plutôt que de saturer les lignes téléphoniques. Et autre chose à ne pas faire, c'est ne pas aller chercher les enfants. Pourquoi ne pas aller chercher ses enfants? Premièrement, car si on sort de son abri, on devient soi-même une cible. Une cible pour qui? Pour l'inondation, entre guillemets, pour les vents violents. On devient aussi et surtout une victime potentielle, une personne supplémentaire qui doit être sauvée, secourue par les pompiers, les sauveteurs, etc. Donc, si vos enfants ne sont pas avec vous et qu'ils sont dans votre famille, dites-vous que votre famille sont, enfin, vos enfants. Vous allez me dire, c'est encore un peu jeune pour avoir des enfants. Ce qu'il faut faire, c'est que si les enfants, ils sont chez les amis, chez la famille, les laisser, eux, prendre en charge la sécurité des enfants. Et dans le cas où les enfants sont à l'école, il faut se dire que les enfants sont bien gérés par l'école et c'est ce qu'on va voir dans le document suivant. Donc ici, vous avez la correction de la question 13 qui reprend grosso modo les informations du document 8 qui est ici. Alors, pourquoi il faut laisser ses enfants à l'école? Car au lycée, dans les écoles primaires, il y a ce qu'on appelle le PPMS, le plan particulier de mise en sûreté, qui permet l'organisation de la communauté scolaire. Donc, en plus, vous avez vu qu'au lycée, on est habitué à avoir les alarmes incendies qui sont déclenchées par les élèves. Donc, à force, on connaît les exercices de répétition en cas d'évacuation du lycée. On a eu cette année, je ne sais pas si vous étiez présent, un exercice d'intrusion dans le lycée. Donc, tout ça participe à la mise en place de ce PPMS qui est au fait un plan d'organisation interne. Le PPMS va dépendre de chaque établissement, car il va dépendre des locaux, de l'infrastructure, de la disposition des portes, des systèmes d'évacuation, etc. Dites-vous que les enseignants sont formés à force de répéter ces gestes pour savoir, à force de répéter ces gestes, nous sommes formés à agir en cas de situation où il faudrait mettre en sécurité les élèves. Donc, dans la question 14, il fallait souligner l'objectif du plan particulier de mise en sûreté. Il permet de protéger le personnel et les élèves des effets du risque majeur et surtout, il permet de mettre en sûreté les occupants de l'établissement en attendant l'arrivée des secours. Les enseignants ne vont pas remplacer les secours, mais ils vont permettre de temporiser la situation jusqu'à l'arrivée des secours.
Par exemple, j'ai une petite trousse de secours dans une des armoires de ma salle qui me permettrait de gérer des tout petits problèmes en attendant l'arrivée des secours. Et enfin, il fallait souligner en bleu la fréquence d'exercice de simulation du PPMS et il est renouvelé annuellement. Une fois par an, on essaye de refaire ce test pour maintenir les réflexes à jour des enseignants. Pour finir, la synthèse de notre séquence 4. Alors, il est important de retenir que un risque majeur est égal à un aléa plus un enjeu. On a vu dans les activités précédentes, dans la vidéo précédente, que si on supprime un élément de cette équation, on supprime également le risque majeur. Je vous avais dit qu'un ouragan en pleine mer n'est pas un risque majeur, et puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Et la présence d'enjeux sans aléa également ne donne pas un risque majeur. Donc là, l'aléa, c'est le glissement de terrain. L'enjeu, c'est la population qui est présente à proximité de la falaise du terrain. Et le risque majeur, c'est donc un glissement de terrain entraînant la chute de une ou plusieurs maisons. Donc le risque majeur a une fréquence non pas élevée mais faible. On avait dit que le risque majeur avait une fréquence qui était faible, pardon. Les tsunamis, les inondations, etc. arrivent très rarement. Lorsque cela se produit, on a de lourds dégâts. Ok, hop. Ici, vous remplacez élevé par faible. Donc, on a une fréquence qui est faible et un niveau de gravité important. On dit que c'est un risque inacceptable. Donc, vous pouvez directement compléter la fiche synthèse de votre cours à partir de la vidéo. Pour prévenir le risque majeur, on a vu qu'il existe le DICRIM, le document d'information communale sur le risque majeur. On a également abordé le DDRM et d'autres éléments de communication. L'objectif du DICRIM permet d'informer sur les risques majeurs présents dans la commune. On a parlé du SAIP, le système d'alerte et d'information à la population. Et enfin, au niveau scolaire, on a parlé du PPMS. Donc, à chaque fois, je vous ai mis la signification des différents sigles ou acronymes et vous avez les détails dans votre cours du rôle du DICRIM, SAIP ou encore PPMS. Enfin, au consigne générale en cas de risque majeur, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Il faut se mettre à l'abri pour la sécurité, écouter les consignes des forces de l'ordre, écouter les informations, la radio, les réseaux sociaux avec vos téléphones, ne pas aller récupérer les enfants à l'école pour ne pas se mettre soi-même en danger. Et on a dit également qu'il ne fallait pas téléphoner pour laisser libre les lignes téléphoniques et éviter qu'elles soient saturées. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, on a pu faire le point sur la séance 2 de la séquence 4, les risques majeurs. Je vous dis à bientôt.